Bonjour à toutes et à tous. Bon, je suis un président qui a eu l'honneur et l'avantage, je ne sais pas si c'est un honneur ou un avantage, de passer non pas une crise, non pas deux crises, mais trois crises. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit, géré glorieux. Donc, l'interprofession du foie gras, donc au niveau du rôle d'une interpro par rapport aux crises sanitaires, bon, c'est avant tout le relais des alertes. Donc, dès que les suspicions arrivent, et c'est vrai qu'on a commencé en 2016, 2017 et puis la dernière 2020, 2021. Donc, c'est d'alerter systématiquement toutes les OP, donc les organisations de production, les vétérinaires, les intervenants d'élevage, je dirais la panoplie de ce qu'il faut, de tous ceux qui ne doivent pas bouger dans des périmètres, c'est notre objectif, c'est d'alerter le plus tôt possible. Et bien évidemment, notre rôle, c'est d'animer la cellule de crise. Cette cellule de crise est se compose de toutes les OP qui se trouvent dans les périmètres, donc dans les ZRP au tout début. Et puis après et pendant, c'est d'être l'interface aussi avec l'administration. Donc, Bruno Ferreira de DGEL qui est là. Donc, on a été, je dirais, tous les deux sur les trois crises. Donc, on sait ce que c'est que cette interface et c'est important. On n'a pas le droit d'attendre la fin de la crise pour commencer à réagir. C'est tout au long de la crise, au quotidien, qu'il faut qu'il y ait cette interface. Et c'est comme ça qu'on le gère. Et je veux dire, c'est ce qui est à notre je dirais notre perception aujourd'hui, c'est ce qui va le mieux et c'est ce qui se fait de mieux. Et puis après, il faut qu'on soit force de proposition, que ce soit sur les stratégies puis les moyens de lutte, parce qu'on a le retour, nous, des OP, des éleveurs qui sont sur le terrain, des vétérinaires surtout. Donc, ce qui fait que, quelquefois, par rapport à prendre une décision quand on est à Paris, on ne peut pas non plus se déplacer dans ce genre de situation au quotidien. Donc, ça permet d'avoir cette force de proposition. Et puis, le renfort au service vétérinaire, c'est d'être très, très réactif au niveau du dépeuplement quand on a soit un foyer ou après quand on est justement dans la phase de dépeuplement. Et puis, il y a tout le lobbying qu'il faut qu'on fasse au niveau et puis les appuis techniques. Alors, sur la partie indemnisation, je ne reviendrai pas sur tout ce que vous avez discuté, parce que c'est vrai qu'il y a tout un passé, mais les indemnisations, honnêtement, aujourd'hui en France, sur la partie volaille, c'est ce que je connais, donc sont très, très bien indemnisées, aussi bien de la DGL pour les foyers que tout ce qui est le dépeuplement avec la DGPE derrière et avec l'Europe. Rapidement, une crise, alors ça, c'est pas un scénario, c'est la réalité, c'est comme ça que ça s'est passé. Vous voyez, ça commence le 5 décembre, une première suspicion donc à Bénès-Marraine, c'est le petit point rouge le plus à l'ouest, en bas. 4 jours après, donc, il y a une deuxième suspicion donc, à Saint-Jour-de-Marraine, et puis des foyers secondaires, donc du 11 au 15 décembre, dans cette même zone de surveillance. Donc, la mise en place des procédures est aussitôt donc, actée et puis activée. Donc, au départ, tout se passe bien et le protocole de sécurisation, je dirais, dans les premiers cas, se passe très, très bien. Et puis rapidement, donc, cette influenza, ce virus, il saute. C'est vraiment des éléments qui sont impressionnants, puisqu'on on voit tout de suite dans les ronds verts. Donc, on est parti dans un secteur qui est la Chalosse. C'est un petit peu comme chez vous en Bretagne pour les porcs. C'est qu'on a beaucoup de canards et surtout beaucoup d'élevage. Et donc, le 26 décembre, donc, ça se passe toujours aussi en général, ce sera pareil. Si ça arrive un jour, j'espère que ça ne vous arrivera jamais. Ça arrive le vendredi soir, ça arrive le jour de Noël, et ça arrive toujours à ces moments-là. C'est un peu de plaisir. Donc, le lendemain de Noël, donc, réunion de cellule de crise. Donc, les vétérinaires de terrain, ça, ce sont des pièces maîtresses par rapport à tout ce qu'on peut, je dirais, proposer, ou tout du moins ce qu'on voit au quotidien. Donc, ils sont unanimes en disant, par rapport aux deux dernières crises qu'on a connues, c'est pire, c'est beaucoup plus fort. Et puis, il y a beaucoup d'animaux à l'extérieur. Et on a un environnement qui est vraiment contaminé. Et la stratégie qui est déployée par l'État, qui était de faire des ronds verts, de dire on abat tout dans les 3 kilomètres, ça ne suffira pas. Ils le voient, eux, sur le terrain. Vous voyez, on voit les petits points. Et puis là, ça y est, on sort des ronds verts. Et puis, ça devient, je dirais, la panique à bâbord. Et voilà ce qui se passe quelques jours plus tard. Et là, donc, on décide d'abattre. Il y a une proposition que la cellule fait au niveau de la cellule de crise, au niveau du CIFOC, qu'on fait à la DGL. Quand je vous disais que le relationnel, je dirais, entre la DGL et puis l'interprofession est hyper important, c'est de se dire, si on faisait un pare-feu, on pourrait donc abattre tout ce qui est, je dirais, à l'ouest du pare-feu pour éviter qu'on passe dans le Gers
Et le 28 décembre, on fait donc justement, quand on trace cette ligne, je dirais qu'on imagine, hein, et on se dit: «Bon, bah, il faut déjà voir s'il n'y a pas déjà de virus de présent». Donc on fait des analyses et sur les 15 analyses, tout est OK, tout est au, vert, il y a pas de problème. Mais la DGL donc prend le recul nécessaire et il faut l'avis de l'ANSES pour pouvoir, je dirais, donner le go pour dire: «Est-ce qu'on fait vraiment cette politique de pare-feu ou pas?» Bon, il s'avère que le pare-feu, 9 jours plus tard, le 5 janvier, c'est plus la peine d'en parler parce que l'ANSES a dû donner sa réponse de mémoire le 15 janvier, donc une quinzaine de jours après, donc ce qui fait que c'était beaucoup trop tard et peut-être que ça aurait pas suffi non plus, hein, mais force de constater qu'on est dans le Gers, on est dans les, Pyrénées-Atlantiques, donc là, aujourd'hui, je dirais, on est couvert un petit peu partout et tout l'ouest, tout le sud-ouest de la France, je dirais, est impacté par cette crise. J'ai dit bien le sud-ouest. Je ne vous l'ai pas dit, mais je suis quelqu'un de l'ouest de la France. Je suis un Vendéen. Donc, qu'est-ce qui se passe chez nous? Beh, on a aussi des cas. On a aussi des cas. On a 4 foyers, mais on n'a pas de diffusion. Donc, bizarre, on essaiera de se l'expliquer. En le résumant, c'est un petit peu ce qui se passe. D'un côté, sur l'ouest de la France, beh, c'est vrai que la poêle, elle a pris feu sur la gazinière. Vous arrivez toutes à l'éteindre quand ça prend le feu. Par contre, dans le sud-ouest, c'est la maison qui brûle. Et là, quelque part, quand la maison brûle, c'est fini. 3 introductions en Vendée, 4 foyers. 2 introductions dans le sud-ouest, 475 foyers. On va pas, je dirais, mettre sur le banc des accusés une région plus que l'autre. On va simplement se dire, parce que toutes les régions sont, je dirais, réglementairement sont dans les clous, mais la réglementation, elle a oublié quelques petits points qui vont nous faire mal. Alors, sur le terrain, on se dit: «Bah oui, mais vous, dans l'Ouest, vous n'avez pas de canards, vous avez moins de volailles que nous». On se dit: «En même temps, il faut qu'on les compte et puis qu'on se dise, qu'est-ce qui se passe exactement?» Alors, quand vous voyez les zones de Sort-en-Chalosse et puis de Bergouaille, où ça va commencer dans le sud-ouest, on se rend compte qu'il y a 740 000 volailles d'un côté, de l'autre côté, il y a un petit million. Et en Vendée, il y en avait combien? Ah ouais, merde, il y en a 2,2 millions. Donc, il y en a encore plus que chez nous. Oui, mais par contre, vous avez beaucoup moins de canards. OK, alors on va compter les canards. Donc, les canards, d'un côté, on en a à peine 300 000 dans les 2 zones du sud-ouest. Et puis en Vendée, beh, les canards, il n'y a pas que des canards pour faire du foie gras, il y a aussi des canards barbares. Mais il y en avait presque le double. Il y en avait 363 000. Donc, le phénomène, il n'est pas là. Le phénomène, il est que, quelque part, d'un côté, on avait des animaux qui étaient tous à l'abri, confinés, et de l'autre côté, les animaux étaient dehors. Attention, à l'époque, il y avait une dérogation que l'ancien ministre Le Foll avait autorisée donc, pour les moins de 3200 animaux. Et cette dérogation, elle était utilisée, je dirais, pas à très bon escient. Et ce qui fait que quand vous avez des animaux dehors, c'est la cata complète. Nous, on n'est pas que dans des bâtiments. Notre production, c'est une production qui se base surtout sur le plein air. Mais le souci, c'est que même quand notre ADN, et on le répète, c'est le plein air, on a aussi notre devoir, c'est de protéger nos animaux. Donc, il y a des choses qui ont bien fonctionné. Ce qui a bien fonctionné, c'est le système d'alerte, systématiquement, avec, j'allais dire, les services de l'État, que ce soit la DGEL ou les services, je dirais, départementaux. Ça, par contre, ça fonctionne impeccable. Après, c'est toute la partie des outils d'évaluation de la situation. Alors, j'ai toujours dit, la première fois que je suis intervenu à l'IFIP, il y a je ne sais plus combien d'années, mais je vous avais dit merci, merci les porcs. Parce que la base de données avicole, je peux vous assurer, c'est une réunion que j'ai fait avec ma directrice à l'époque, Marie Perpet, toujours directrice du CIFOG. Et c'était avec Didier Lesesco qu'on avait vu la mise en place quand vous avez mis votre base de données porc. Et c'est avec cette base de données, tout du moins avec l'expérience que vous aviez en base de données porc, on s'est dit, mais c'est ça qu'il nous faut. Parce qu'en 2016 et en 2017, on était dans les salles de la Chambre d'agriculture avec des cartes IGN et avec une rafale de personnes au téléphone en disant, il y a quoi dans le bâtiment? Il y a un bâtiment là-bas. Ah oui, il y en a un autre là-bas, mais il y a des canards dedans, il n'y en a pas. C'était la catastrophe complète. Au jour d'aujourd'hui, avec la base de données avicole que l'on a reliée au système de géolocalisation avec Cartogip, où là, Cartogip, je dirais, l'État, comme nous, les professionnels, on a accès donc à la même situation. À l'instant T, on sait, et dans les 2 heures après qu'on ait donné, je dirais, l'alerte, quand la DGN donne l'alerte,
on est capable de dire, ben, dans cette zone, il y a tant de bâtiments, il y a tant de bâtiments qui sont vides, tant d'animaux de tel âge. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment une réussite. La gestion des premiers foyers, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers foyers dans le sud-ouest ont été très, très bien gérés. Aussitôt qu'on a détecté le premier foyer, 48 heures après, tout était abattu, tout était propre. Donc, c'était la même chose dans l'ouest. Le problème qu'il y a eu, ça a été justement tout ce qui est cette flambée qui s'est passée, donc, parce que l'influenza, le virus, lui, il s'occupe pas de savoir si c'est des petits élevages, des gros élevages, peu importe. Quand les animaux sont dehors, ça saute d'un élevage dans l'autre. Et puis, l'animal le plus dangereux dans toute l'histoire, c'est un animal à deux pattes, c'est l'homme, parce qu'à chaque fois que vous vous déplacez, eh ben, je dirais, vous avez un risque de transport justement le virus. Donc, toute la partie opérationnelle du CIFOG, c'est vrai qu'on est au plus près de la réalité du terrain, avec une volonté collective d'agir et de trouver des solutions. Quand on parlait des ZRP, tout à l'heure, la question a été posée, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de mutualisation? C'est extraordinaire, comme vous voyez, je dirais, du jour au lendemain, d'une heure à l'autre heure, des gens qui sont sur le terrain, je dirais, bah, pas des collègues, mais il y a des collègues certains, mais il y a aussi des concurrents. Et là, du jour au lendemain, bah, tout le monde est OK de se dire, alors, il y a un abattoir ou il n'y a pas d'abattoir. S'il n'y a pas d'abattoir, je dirais, il y a toujours un abattoir qui est pas loin, donc il y a des corridors qui se font. Et quand on peut passer, parce que nous, on a un système, je dirais, contrairement au vote où vous avez plus de naisseurs-engraisseurs, nous, on a surtout un système, systématiquement, on a des éleveurs et des engraisseurs, donc il faut transporter les animaux. Et là, on ne s'occupe pas de savoir le bâtiment à qui il est, les canards à qui ils sont. Il faut sortir les animaux, il faut dégager le plus vite possible la zone. Donc, c'est ce qui marche le mieux. Et puis, les échanges directs avec les DDPP et puis la DGAL. Ce qu'on ferait différemment, c'est préciser la gouvernance et les rôles de chacun et impliquer peut-être les professionnels plus dans la cellule nationale et décision. Donc, moi, j'ai connu l'évolution aussi entre les deux crises, enfin, entre les deux premières puis cette dernière. Et là-dessus, Bruno va être d'accord avec moi, c'est qu'il y a 4 ans, euh, la commande en tour, elle était la DGL. Et c'était la DGL qui décidait, qui disait, voilà, c'est comme ça qu'on fait, et puis il n'y avait pas de discussion. Depuis 2018, 2019, tout du moins entre les deux crises, ça a changé, je dirais, au niveau des responsabilités. Et aujourd'hui, c'est chaque préfet qui a l'autorité sur la partie de, je dirais, de la décision à prendre au niveau sanitaire. Et ça, j'allais dire, ça peut aller bien, mais ça peut être aussi catastrophique. Surtout en plus quand vous faites ce genre quand vous êtes dans cette situation en période électorale. Ça aide aussi. Donc ça veut dire que vous avez 3 départements, on avait les Landes, le Gers, le Pyrénées-Atlantiques, et puis c'est, ben, moi je décide comme ça, puis l'autre préfet, ben, il a soit un syndicat minoritaire ou majoritaire ou un élu qui pousse un peu plus fort dans un autre sens, et puis c'est une cacophonie. Ça, on l'a vécu, on ne l'a pas bien vécu, je pense que déjà elle non plus. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des décisions qui ont été prises et que s'il y a une prochaine crise, j'espère qu'il n'y en aura pas, mais il y aura au moins un patron, soit de région, soit un préfet de région, ou peu importe, ou quelqu'un qui sera délégué par la DGL au niveau régional, mais qui fera justement cette, je dirais, cette police entre guillemets. Après, c'est accélérer tout ce qui est prise de décision. C'est vrai qu'on a été un petit peu, je dirais, amer quand on a vu que la décision d'ANSES est arrivée que 15 jours après qu'on avait demandé par rapport au pare-feu. Bon, l'harmonisation des règles entre les DDPP, ça c'est le problème des préfets. Et puis démultiplier les moyens d'abattage. Et je pense que dans les groupes de travail qui ont eu lieu pendant les 6 mois, c'est vrai que cette feuille de route qu'on a signée tous ensemble le 8 juillet, ça fait partie des éléments qui sont donc employés aujourd'hui de se dire qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on a comme d'autres systèmes d'abattage. Systèmes qu'on a sont très très bien, hein, ce que je veux dire, toute la partie ouest de la France, ça s'est très très bien passé. Quand ça flambe dans tous les sens, il faut arriver à abattre sur place, même essayer de plus sortir les animaux pour les abattre. Il faut trouver des solutions, il y en a certainement, mais il faut qu'on y travaille encore. Donc les mesures phares de la feuille de route, hein, c'est le nouvel arrêté du 29 septembre 2021. Donc déjà, c'est d'appliquer toute la biosécurité au quotidien. Ça, c'est quelque chose que c'est du réchauffé, mais c'est tous les jours qu'il faut remettre le couvert. La biosécurité, c'est ce que je dis à mes éleveurs, parce que je dirige aussi une coopérative, et je leur dis, mais est-ce que vous avez eu une idée un jour, enfin, est-ce que vous êtes venu à l'idée de rentrer dans l'usine, à l'abattoir,
sans vous habiller, sans vous changer, essayez de faire en sorte que votre élevage, ce soit comme si vous rentriez dans une usine agroalimentaire. Alors, en port, vous avez des bâtiments, en règle générale. Chez nous, il y a des bâtiments, mais il y a aussi 4-5 hectares de parcours. Alors, expliquer à un producteur qu'il faut, même pour aller dans le parcours, qu'il faut changer, qu'il faut. C'est pas évident, c'est pas facile, et souvent le naturel revient au galop, et c'est pas simple. Et puis, il faut que tous les maillons de la chaîne soient informés sur cette biosécurité. De toute façon, la biosécurité, si c'est pas collectif, c'est perdu. Donc, il y a des mesures phares au niveau de la feuille de route. Ça a été aussi d'imposer, bon, bien évidemment, d'arrêter cette, je dirais, de supprimer la dérogation à la claustration. Systématiquement, il n'y a plus de dérogation. Maintenant, c'est quand les alertes sont là, on met à l'abri les animaux. Et on a été encore plus loin avec la feuille de route en, je dirais, en déterminant des bâtiments. Qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment fermé? Qu'est-ce que c'est qu'un jardin d'hiver? Et avec des quantités de canards au mètre carré selon les bâtiments. Et vous voyez que si les abris sont plus légers, il faut automatiquement mettre moins d'animaux à l'intérieur. Et puis après, on a déterminé aussi des zones, parce qu'il y avait les ZRP, donc, qui étaient les anciennes zones humides, et puis les couloirs migratoires. Et parce que nous, c'est pas des sangliers, ça vient par l'aérien, donc on ne peut pas monter de clôture, ça marche pas. Donc, on a donc, en plus des ZRP, il y a eu les ZRD. Alors, les ZRD, c'est les zones de ce qu'on a appelé les zones de diffusion. Et donc, ces zones de diffusion, ben, elles sont aussi bien dans l'ouest que dans le sud-ouest. C'est là où il y a, je dirais, une quantité importante d'animaux, de volailles en règle générale. Et c'est pour ça qu'on les détermine et qu'on va avoir un pas de temps qui va être justement différent selon qu'on est dans une zone, une ZRP, une ZRD ou hors zone. Donc, le ministre de l'Agriculture nous a aussi incité, plus qu'incité, nous a dit il faut aussi que l'État prenne ses responsabilités, certes, mais il faut aussi que les professionnels prennent leurs responsabilités, et vous devez aussi, dans vos accords interprofessionnels, je dirais, aller au-delà aussi de la réglementation. C'est ce qu'on a fait. On a donc créé, vous voyez, bon, je ne vais pas détailler parce que c'est plus canard, mais c'est juste pour vous mettre je dirais le flash au niveau des couleurs, hein. C'est vraiment, il y a un niveau négligeable avec des probabilités qui sont faibles. Après, il y avait un niveau négligeable avec une probabilité qui est forte. Celle-là, on ne l'a pas vue, je dirais, elle est née de 2020, parce qu'en 2020, au mois d'août, on nous disait, vous avez vu dans le Kazakhstan, il y a des ours sauvages qui meurent de l'influenza. Oui, d'accord. Et puis après, on est dans le Kazakhstan, on est proche de nous, quoi. Et ça, aujourd'hui, 2021, à chaque fois qu'on a vu justement bouger au niveau de l'Europe, de l'Est, eh ben, on a commencé à réagir. Et puis après, il y a notre niveau modéré avec nos ZRD, ou là, nos ZRP, nos ZRD, et puis notre niveau élevé, là, on y est de ce temps. On est en plein niveau élevé, mais depuis le début novembre. Et là, donc, on a des exigences encore plus fortes. Donc, ce nouvel arrêté, ces feuilles de route. Donc, après, il y avait l'obligation de déclarer. Alors, ça, je dirais, on l'a remis au niveau de notre accord interprofessionnel. Mais déjà, on avait pris un accord interprofessionnel, mais qui n'avait pas été étendu. Celui-là, il est étendu, donc il fait force de loi. Donc, où on est obligé de déclarer dans la base de données avicole. Alors, je dirais, le trou dans la raquette qu'on avait, c'est que dans notre base de données, je dirais, on n'avait pas tous les indépendants. Et là, c'est les indépendants qui sont en train de s'y mettre, parce que c'est rendu obligatoire par l'accord interpro étendu. Il y a un dernier petit trou dans la raquette qui reste. Et là, c'est les élus locaux qu'il faut, je dirais, absolument, je dirais, prévenir, ou tout du moins inciter à prévenir la population. Il ne faut pas simplement mettre l'affichage à la porte de la mairie, mais dans notre niveau d'influenza aviaire, les petites basses-cours, les 4 oies et puis les 3 canards qui se promènent autour de la mare, c'est des poudrières, c'est des choses qui peuvent faire exploser, je vais dire, une situation, et qui peuvent avoir des impacts, mais énormes, quoi. Donc, au niveau de l'Interpro, on a un outil, ça s'appelle Palmigé Confiance, et qu'on a mis en place déjà depuis juste avant les premières crises. Et ça nous permet aujourd'hui de aussi bien répondre pour les audits de biosécurité, de répondre à cette capacité de mise à l'abri, de répondre à voir comment est-ce qu'on a fait en sorte qu'on a allongé les vides sanitaires pendant les périodes à risque, pour justement désintensifier les zones qui sont denses.
et puis la déclaration de la baie d'Avicole qui est à jour. Tout ça, c'est contrôlé par Calicud. Il peut y avoir des concordances entre Palmigi Confiance et puis, par exemple, Agricole Confiance ou autres outils donc, que peuvent avoir les OP. Donc, on a aujourd'hui, on est armé pour arriver à se battre pour prévenir, tout du moins avant de guérir, une prochaine crise, si ça devait avoir lieu. Il faut savoir que de l'influenza, il y en a aujourd'hui dans le Nord, mais quand on est dans le Nord, il y a une loi qui est dans le 56. Quand on est dans le Morbihan, ça va vite descendre. Les oiseaux migrateurs, ils descendront. Ils n'ont pas fini de descendre. Il n'y a qu'à faire un petit peu plus froid. Et puis, il va y avoir des cas. C'est de toute façon, il faut on n'évitera pas, c'est comme la grippe humaine, je dirais la grippe humaine, tous les hivers, elle revient. Il y aura des cas encore cette année. Par contre, il faut les circonscrire et il ne faut pas que ça se propage. Donc ça, c'est une carte, j'allais dire, quelque part, c'est pour faire voir à la vitesse où ça peut avancer, mais qui est complètement désuète parce qu'on est le 7 décembre, c'était le 15 novembre, et je peux vous assurer que depuis le 15 novembre, il y a plein de petits points rouges et puis de points verts qui sont allumés, mais qui sont allumés plutôt par chez nous, donc sur le territoire national. Et au 15 novembre, on avait encore, si, on avait un petit peu sur la frontière belge et puis dans les Ardennes, mais voilà un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur la partie donc Europe et puis au niveau national. Voilà, merci de votre attention. Merci à vous, Michel Fruchet.